Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Frédéric Martin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président de France Gaz. Vous avez fait partie des équipes de direction de GRDF, de GDF, Suez Énergie, d'Engie, et vous avez pris la présidence de France Gaz, c'était juillet 2024. Alors, c'est quoi France Gaz et puis quelle est votre mission? Alors, France Gaz, c'est la fédération professionnelle de l'industrie gazière française. Donc, les adhérents regroupent l'ensemble des acteurs économiques de cette filière. Donc, ça va à la fois des grands énergéticiens jusqu'aux représentants du chauffagiste qui exploite votre chaudière. Ouais. Vous voyez, et ça également, c'est vaste. Et donc, ça regroupe aussi tous les opérateurs d'infrastructures, que ce soit de distribution, de transport, de stockage ou de terminaux méthaniers. C'est à peu près 230 000 salariés qui sont touchés directement ou indirectement par cette activité. Et c'est une filière, effectivement, qui est très engagée dans la vie économique, puisque ça touche à l'énergie. Et donc, l'enjeu de France Gaz, c'est vraiment de soutenir le développement du gaz. Alors, on disait souvent, parce qu'on parle souvent que du gaz naturel, mais de plus en plus, on voit qu'il y a une mixité, c'est-à-dire qu'on parle maintenant de biométhane, on parle d'hydrogène, on parle de CO2. Donc, tout ça, ça se combine, mais c'est passionnant. C'est un secteur qui est en pleine transformation avec la décarbonation de notre économie. Mais en gardant en même temps les pieds sur terre. Donc notre challenge, c'est de se transformer tout en ayant les pieds bien sur terre pour permettre à nos clients d'être compétitifs. Parce qu'on va encore avoir besoin de gaz pendant, et hors biométhane et hydrogène, etc. On aura, je pense, toujours besoin d'énergie stockable, disponible, et qui permettent notamment, on le voit ces derniers jours avec les événements climatiques, qui ont besoin d'être présents pour que les gens puissent se chauffer, cuisiner, se déplacer, etc. On va y revenir à cette période de grand froid, période de neige, etc. Des régions qui se sont retrouvées un peu perturbé, on va dire ça gentiment. Quelques chiffres quand même. La part du gaz dans l'industrie en France, c'est 37%, 100% du territoire français couvert par du gaz naturel, du gaz liquide. Et puis vous l'avez dit, les salariés de ce secteur ou de ces secteurs, c'est plus de 230 000, 238 000. La place du gaz dans le mix énergétique français, c'est quoi aujourd'hui? Alors, la France consomme, pour l'ensemble de ses usages, à peu près entre 1500 et 1600 TWh. C'est l'unité que l'on a dans notre secteur. Le gaz représente 20% de ce volume-là, mais il a la particularité, contrairement à l'électricité, de pouvoir être stocké, comme notamment le fuel, ou le bois, par exemple, ou la biomasse. Et donc, c'est important, puisqu'on a un rôle assurantiel dans le système énergétique. Donc le gaz que l'on consomme en France, il vient de deux manières. Alors, ou par canalisation, on a beaucoup parlé des canalisations en provenance de Russie ces dernières années, qui aujourd'hui ne sont plus opérantes, et où il vient par bateau. Donc c'est à peu près 50-50. Il faut avoir en tête que préalablement donc, à la crise ukrainienne, il y avait à peu près 85-86% du gaz qui venait par canalisation et le reste venait par bateau. Cette crise ukrainienne a inversé les flux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 50-50, et donc on est sur un mixte qui est vraiment assez divers. Et dans l'approvisionnement, à peu près 50% vient de la plaque européenne. C'est-à-dire qu'on n'entend pas souvent, mais les Norvégiens fournissent une très grande quantité de gaz, notamment à la France. C'est à peu près 40% du gaz livré en France. C'est l'une des leçons tirées de la guerre en Ukraine et de la crise que ça a provoqué, c'est-à-dire d'être un peu moins dépendant du gaz russe. La France n'est pas dans la situation de l'Allemagne, mais... C'est-à-dire que la France a toujours eu une politique énergétique extrêmement prudente et diversifiée. D'abord parce qu'on a justement ces infrastructures qui nous permettent d'être connectés. Ce qui a changé avec la crise ukrainienne, c'est qu'on est devenu aujourd'hui un hub central de distribution de gaz pour l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le gaz qui arrive en France, maintenant, on le distribue sur l'Europe de l'Est, notamment sur les pays limitrophes. Alors qu'avant, on était plutôt en bout de chaîne. Et donc, du coup, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a du gaz qui nous vient un peu plus par bateau. Et donc, on parlera de prix certainement tout à l'heure, ça a eu un effet de hausse du prix, puisque le prix, quand on transporte par bateau, est légèrement plus cher que quand on vient par canalisation. Alors, vous avez parlé de cet épisode de grand froid, de chute de neige. Quel rôle le secteur gazier joue dans une période comme celle-là? Le lundi de rentrée, l'ensemble du pays a tiré 125 gigawatts de puissance sur les réseaux gaz. Pour donner un ordre d'idée de la puissance, c'est dans le même temps, l'ensemble du secteur électrique a fourni 90 gigawatts, c'est-à-dire 40% de plus que l'ensemble du secteur électrique.
parce que justement la puissance est absolument phénoménale. D'où l'intérêt d'avoir des stockages. Et on a la chance en France d'avoir des stockages qui ont délivré ce même jour 70% de cette puissance. Donc on a pas vidé, mais enfin en tout cas on a tapé dans les stocks, quoi. C'est exactement, ça sert à ça. Ouais. C'est-à-dire que pour éviter les effets de pointe et répondre à ces besoins extrêmement fluctuants, ces stockages français permettent de répondre à ces crises climatiques. Ça veut dire que sans ces stockages, qu'est-ce qui se serait passé ? On serait dans le noir. À ce point-là ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur les 90 gigawatts de puissance électrique qui ont été délivrés, donc qui servent à éclairer, à faire chauffer, on a 10% qui a été fourni par le gaz. Voilà, donc on a besoin de ce mix équilibré, parce qu'on a besoin de l'ensemble des énergies pour répondre à ces cas un peu particuliers, où on a des pointes extrêmement importantes et pour lesquelles il faut qu'on réponde à l'ensemble des besoins du pays. Quand on parle gaz, on dit énergie fossile, et donc on dit, très bien, on en a besoin, vous venez de nous faire la démonstration de ce besoin, sauf qu'il faut qu'on décarbone quand même nos usages et notre économie. Comment la filière s'intègre à cette logique-là? Est-ce que vous vous dites... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ils sont bien gentils, mais nous, on fait du gaz, on fait de l'énergie fossile, on va pas s'arrêter, parce qu'on en a besoin. Ou est-ce que vous dites c'est un défi à relever et il faut réinventer nos métiers? Comment vous l'avez abordé? La filière gaz, je dirais, est une vieille dame, date de la fin du 19e. Oui. Donc elle a eu à répondre à beaucoup de crises. Et notamment, on est passé de la pyrolyse du charbon au gaz de lac et du gaz importé méthane. Et là, maintenant, on nous dit, le gaz, c'est très important, il faut le verdir. Donc, la filière gazière française est complètement impliquée dans cette démarche. On est clairement avec un objectif de verdissement total du gaz à échéance de 2050. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible. Alors, on a la chance en France d'être le premier potentiel de biomasse. Et c'est à partir de cette biomasse, il y a en gros l'ensemble de la valorisation de nos déchets. C'est-à-dire que les réseaux qui auparavant, les infrastructures gazières qui auparavant permettaient d'acheminer une molécule de l'étranger jusqu'au client, au consommateur final, va devenir demain une infrastructure de valorisation de l'ensemble de nos déchets. Depuis une dizaine d'années, on a développé en France la méthanisation, un peu en décalage d'ailleurs avec l'Allemagne, qui avait pour d'autres raisons lancé la méthanisation pour produire l'électricité. En France, le législateur nous a demandé de produire du gaz vert, enfin du biométhane, à partir de déchets agricoles, donc ça par la méthanisation, il y a eu le droit à l'injection. Il y a maintenant aujourd'hui en France un peu plus de 800 installations. Elles délivrent 16 TWh de gaz en puissance installée, 12 en injection. On en raccorde, c'est quand même assez significatif, par an de l'ordre de 150, et on est en pleine accélération. Dans le cadre de la SNBC et de la PPE, dont on parle beaucoup, dont on a parlé beaucoup l'été dernier, donc SNBC, on rappelle ce que ça veut dire. Stratégie nationale de bas carbone. D'accord. L'idée, c'est justement de faire progressivement basculer la production qui était importée vers une production locale française. Et donc ça, c'est important, puisqu'on a une autoroute devant nous de création de valeur. La filière a créé 7000 emplois en moins de 10 ans, justement dans les territoires, pour permettre de valoriser ces déchets. Je vais vous citer, la filière gazière française est mobilisée vers l'objectif de 2030. Elle se transforme, elle s'adapte. Nous deviendrons le vecteur le plus rapide pour décarboner notre économie. Le plus rapide, pourquoi ? Parce qu'on a la particularité d'être... les territoires sont extrêmement dynamiques. Moi, j'ai commencé, je suis arrivé à l'époque dans les infrastructures gaz à GRDF en 2018, et tout le monde me disait, vous êtes gentil avec vos méthaniseurs, c'est des petites installations, etc. Mais quand vous en raccordez 150, c'est-à-dire que quand c'est partout dans le territoire, que les gens se mobilisent, qui ont des projets, aujourd'hui on a 1000 projets en pipe, c'est absolument phénoménal. Donc, c'est-à-dire de méthanisation et d'autres projets, on pourra parler d'autres technologies, puisque c'est important, on va pouvoir valoriser tous les déchets, et ça c'est un point important. Vous n'avez pas d'effet de seuil, c'est-à-dire que toutes les semaines, vous venez décarboner une partie, puisque dès que vous mettez en place un méthaniseur, vous décarbonez automatiquement, vous réduisez le gaz importé. Donc on était à 50% européen, tout l'enjeu est de devenir de maintenant 100% français. Et donc on a une capacité aujourd'hui de 3 TWh par an de décarbonation, et on nous demande d'ici 2030 de doubler la mise, c'est-à-dire de faire 6 TWh par an.
Et aujourd'hui, ça sera le vecteur le plus rapide pour décarboner. D'accord. Et l'autre avantage, c'est que les clients n'auront pas besoin de changer leur process. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. La réponse elle est assez simple, je crois, mais les infrastructures, il n'y a pas besoin d'y toucher. Absolument pas. On les fait simplement fonctionner dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'avant, le gaz arrivait de l'étranger et on descendait jusqu'au client. Là, on part du territoire et on réexporte le gaz partout sur le territoire français, voire sur le marché européen. Mais sans que le client ait besoin de changer ses installations. C'est ça qui est important. Mais quand on crée un méthaniseur, c'est facile de le raccorder au réseau. Pardon de poser une question de béotien. Hein, mais non, mais tout à fait. Alors là-dessus, on est régulé par la Commission de régulation de l'énergie, qui est extrêmement vigilante à faire en sorte que quand on tire une canalisation pour raccorder un méthaniseur, on ne pose pas un tuyau pour rien. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de méthaniseurs qui soient raccordables pour faire en sorte que le ratio bénéfice-investissement vienne pas perturber le tarif du consommateur. Donc il y a eu des règles qui ont été instituées dans le cadre du droit à l'injection, et avec les équipes de la CRE notamment, et l'ensemble des collectivités locales, on a développé ce qu'on appelle des plans de zonage, de plans de déploiement. Et on va pouvoir capter à peu près 90% de la ressource à moins de 10 km d'un réseau gaz, ce qui est absolument phénoménal. Et donc ça se passe tranquillement. Et aujourd'hui, on a à peu près estimé qu'on va pouvoir faire plus de 100 TWh, ne serait-ce qu'avec ce qui est identifié aujourd'hui, de collecte de biométhane pour injecter dans les réseaux gaz. Sur les premiers méthaniseurs, notamment les importants, il y a eu un certain nombre de bugs dans les rejets, donc de vraies questions d'acceptabilité par les riverains. C'était des plâtres à essuyer, ou alors ça peut encore exister? Non, c'était des plâtres à essuyer qui sont compréhensibles pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, que c'était totalement nouveau dans le paysage français. Je me souviens, il y a assez longtemps, quand on a commencé à mettre des silos à grains, je me souviens qu'il y a eu pas mal de cas de problèmes. Mais ensuite, tout ça s'est normalisé quand les gens sont aperçus qu'il y avait en place la réglementation, un certain nombre de sécurités, et ne serait-ce qu'apprendre à les mettre en place. La deuxième raison essentielle, c'est qu'on a commencé au départ, il n'y avait que les Allemands qui avaient démarré. Et les Allemands avaient démarré sur un modèle qui était monoculture pour faire de l'électricité. Donc on ne pouvait pas copier exactement le modèle allemand? Non, mais la technicité à l'origine était vraiment un peu celle qui venait d'Allemagne. Comme le législateur français a été extrêmement attentif à faire en sorte de ne pas perturber la politique agricole, c'est-à-dire en gros ne pas changer les cultures dédiées à l'alimentation notamment. Il a demandé aux industriels français de dire « vous allez faire du gaz vert, mais avec les intrants que vous trouverez ». Donc on a dû adapter toute la chaîne industrielle à la nature des intrants qu'on avait. Et donc, on a développé un certain nombre de techniques qui ont permis de réduire ces aléas, j'allais dire. Et aujourd'hui, on est sur une technologie complètement mature. Il reste le débat de la taille, qui est souvent un débat qu'on entend, mais là-dessus, on est, nous, extrêmement attentifs. C'est pas ni au plan national qu'on a déterminé, c'est en local, au niveau, j'allais dire, du tissu local, entre le porteur de projet, les riverains, la collectivité locale, qui doit déterminer la bonne taille de l'installation. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, pour la méthanisation à la ferme, comme des méthanisations un peu plus industrielles. Alors, on n'a pas de budget pour encore combien de temps? Quelques jours, quelques semaines, qui sait, on verra bien. Mais lors de l'examen du projet de finances pour 2026, il y a... Quand l'examen s'est fait au Sénat, la majorité de droite et du centre, elle a adopté, alors c'est plus d'actualité, hein, puisque le budget n'a pas été voté, mais un amendement pour baisser la taxation de l'électricité en rehaussant celle du gaz. J'imagine que vous avez dû bondir. C'est surtout nos clients qui ont bondi, qu'ils soient ménages ou industriels. On a la particularité, quand on parlait du gaz qui venait notamment par bateau, c'est un gaz qui coûte plus cher, et aujourd'hui les industriels ont j'allais dire, à supporter un écart avec leurs concurrents qui est de l'ordre du double par rapport à ce qui se passe sur la plaque américaine. Donc ils ont déjà un écart de coût du double. Bon. Quand le gaz arrive en Europe, ensuite on subit la fiscalité du pays. Bon, il s'avère qu'en France, pour des raisons historiques et politiques, on a une des fiscalités gaz les plus importantes d'Europe. Toutes les associations, notamment industrielles, ont constaté qu'aujourd'hui, on est en train de creuser, avec la fiscalité sur le gaz, un écart important par rapport à nos concurrents européens. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un tissu économique qui est aujourd'hui en grande difficulté qu'il faut soutenir, et on est en train d'alourdir de manière très importante ceux qui servent à l'outil de production pour une baisse plutôt sur j'allais dire les particuliers, qui est assez réduite. Parce qu'en gros, on gagnait 35 ou 40 euros, je crois, si on n'était pas chauffé à l'électricité, 70 si on était chauffé. Donc,
on faisait payer quasiment 30 000 euros à une entreprise pour gagner dans un ménage quasiment 60 euros. Qui était faible pour un ménage. Voilà, donc ça c'était la première raison. Oui. Ça augmentait quasiment de 40 à 50% le coût de la molécule par rapport aux pays, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, etc. Donc c'est quelque chose de très important. Deuxième raison, c'est que on augmentait aussi la facture des clients et des ménages sur la partie gaz, alors qu'ils ont déjà une très grande difficulté, j'allais dire, en termes de précarité. Le médiateur de l'énergie a indiqué qu'en 2024, la précarité, notamment sur l'énergie, avait augmenté de 20%. Donc, quand vous avez déjà quelqu'un qui a déjà des difficultés à payer ses factures, qui baisse son thermostat pour la réduire au minimum, quand vous lui dites « on va augmenter vos charges », vous le condamnez à la précarité. J'entends complètement cet argument, mais si on veut décarboner, il y a un moment où il faut quand même agir sur le levier prix. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une autre manière de décarboner, qui est plutôt de mettre l'accent sur le verdissement des molécules, soit par du biométhane, soit par de l'hydrogène, et qu'on ferait mieux de mettre tous nos efforts là-dessus, puisqu'on a l'avantage de ne pas avoir à changer les process industriels, et on permet de créer de la valeur dans les territoires. C'est tout le débat qu'on a actuellement, et ce que l'on prône, et que l'on défendra d'ailleurs dans le cadre de cette année qui va... Oui, parce que le budget, il va bien falloir en voter. Il va bien falloir le voter. Donc vous êtes encore au travail pour essayer de faire valoir vos arguments. Alors il y a une tradition dans ce grand entretien, l'invité pose une question à celui ou celle de la semaine suivante, et à votre place, il y a quelques semaines, c'était Franck Roubanovic, président du CLE, c'est l'organisation qui regroupe les grands consommateurs industriels et tertiaires de gaz et d'électricité. On l'écoute. Bonjour Frédéric, c'est Franck. J'avais une question à te poser. Est-ce que on est tous convaincus que le biométhane est quelque chose d'important pour se substituer progressivement au gaz fossile ? Mais la trajectoire de développement du biométhane et des certificats de production de biométhane est extrêmement ambitieuse. Elle est tellement ambitieuse que les fournisseurs vont nous facturer à la pénalité, c'est-à-dire au prix le plus élevé possible. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait revoir un peu l'ambition pour être à la hauteur de ce que la filière sait faire ? Alors, on va répondre à la question sur l'ambition de développement du biométhane. Est-ce qu'elle est trop lourde, trop rapide ? Mais d'abord, je voudrais juste comprendre de quelle pénalité il parle. Oui, donc, merci à Franck. C'est un peu technique, quoi. Franck est un représentant de nos clients, donc merci à lui pour sa question. Sa question, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, on est dans une... D'abord, il mentionne qu'il a absolument besoin, pour ses représentants, de plus de biométhane et de molécules renouvelables et bas carbone. Donc ça, lui, il fait le même constat que tout le monde. Il dit aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut électrifier. Lui, il nous dit, on a besoin de plus de gaz vert. Il faut en faire important. Il fait mention d'un dispositif de financement du gaz vert. Il y en a plusieurs. Il y a le tarif d'injection, qui est un tarif porté par l'État, donc le contribuable. Et il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place, qu'on appelle les certificats de production de biométhane, qui est un dispositif de financement qui impose aux fournisseurs de gaz, quand ils vous vendent du gaz, d'en avoir un certain pourcentage en gaz vert. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de leur imposer d'aller chercher sur le marché du gaz vert et donc de promouvoir la production de gaz vert dans les territoires. Donc c'est plutôt vertueux. L'idée, elle est bonne, oui. Voilà. Alors après, il faut regarder ce que ça représente. Donc ça représente entre un tiers et un quart du volume global. Donc c'est de gaz vert, de la trajectoire de gaz vert, qui est encore réduite, mais qu'on augmente progressivement. Et donc, ce que dit Franck, c'est que simplement, on a ce dispositif qui impose un pourcentage croissant de gaz vert dans le gaz que l'on consomme. Ce qui est logique, puisqu'en 2050, on va être à 100%. Donc, c'est normal de l'augmenter progressivement. Et sa crainte, c'est de dire, si les fournisseurs ne trouvent pas de gaz vert en réponse sur le terrain, il y a une pénalité qui leur est appliquée, donc qui vont répercuter sur le client, qui est de l'ordre de 100 € du mégawattheure. Alors, face à ce risque, ma réponse allait de dire, d'abord, ça touche qu'une partie. 2, la filière gazière a toujours été au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on est quand même le seul vecteur qui a été au rendez-vous de la précédente PPE, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au rendez-vous de 2030. PPE, c'est loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et on y travaille, puisqu'on a bien pour l'intention d'être au rendez-vous de 2030 et de 2035, c'est-à-dire que le principe de l'escalier, on monte chaque marche et de manière progressive. On a aujourd'hui 1000 projets dans le pipe, et donc on n'a absolument pas de doute à ce que le sujet soit là. Le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une décision administrative, il faut que derrière, rapidement, le marché permette de produire ce gaz vert en quantité. Mais donc, ça veut dire que la trajectoire de développement du biométhane, elle n'est pas trop ambitieuse, parce qu'il y avait ça dans la aujourd'hui, il y a une consultation qui va être lancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a transmis au pouvoir public notre trajectoire, mais il va y avoir une concertation. Donc, évidemment, je ne doute pas que Franck fera ses commentaires lors de cette concertation.
Nous, simplement, la trajectoire qu'on a transmise, qui est cohérente avec celle de la PPE, on est réaliste et on sait qu'on va la faire. Et on va la faire et on va utiliser tout le spectre, c'est-à-dire à la fois les projets des collectivités locales, les projets qui sont chez les agriculteurs, chez les industriels. Et là, récemment, il y a 2 textes qui sont sortis pendant les fêtes, qui ont permis de basculer un certain nombre de méthaniseurs qui faisaient de l'électricité, qu'on a basculé sur l'injection réseau. Et donc, ils vont apporter très rapidement un volume de gaz disponible pour que les fournisseurs intègrent du gaz vert français dans le gaz qu'ils fournissent à leurs clients. Ouais. Avec une difficulté, vous avez commencé à l'évoquer, mais très rapidement tout à l'heure, qui est de savoir ce qu'on met dans ces méthaniseurs. Oui. Et de ne pas simplement faire porter sur l'agriculture et les déchets ou un poids, parce que l'agriculture elle est déjà là pour nous nourrir ou pour nourrir les animaux. Donc ça veut dire quoi? Si vous évoquiez ça tout à l'heure, le fait de pouvoir valoriser de plus en plus de déchets, c'est ça? Aujourd'hui, le législateur dit la chose suivante. Vous ne mettez dans les méthaniseurs que des déchets agricoles et au pire, jusqu'à 15% ce qu'on appelle de culture principale, notamment dédiée à l'alimentation. Dans la réalité, on est plutôt à 6-7%. Donc, et en plus, il a durci, le législateur, que ce taux s'applique année par année pour éviter les effets de cumul, parce qu'avant, c'était sur 3 ans. Donc ça, ce sont des déchets biologiques dégradables classiques de l'agriculture, ou les biodéchets, par exemple, qu'on collecte dans les grandes métropoles. Oui. Le groupe Paprec, par exemple, est en train de monter un méthaniseur à proximité de Paris, où il va valoriser par du biogaz l'ensemble des biodéchets collectés dans la métropole. Mais on a d'autres déchets qui ne sont pas dégradables sur le plan biologique. Je prends par exemple du chanvre, c'est ligneux. Je prends du bois B, notamment le bois qu'on emmène dans des déchetteries, ou je prends des liqueurs noires. Par exemple, les industriels qui ont des liqueurs qui, à la fin, ils sont obligés de les brûler. C'est quand même, on brûle essentiellement de l'eau, ou des bouts d'épuration, par exemple. Et là, le secteur travaille sur d'autres technologies, ce qu'on appelle la pyrogasification ou la gasification hydrothermale. Donc, c'est 2 dispositifs qui permettent de vaporiser cette matière et ensuite, donc sans cheminée, ce qui est quand même un point important, et ça permet ensuite de reconstituer des gaz renouvelables et bas carbone comme du biométhane, de l'hydrogène et de concentrer sans cheminée du CO2 biogénique. Et pourquoi je parle de ce CO2 biogénique? Parce que c'est la base de ce que l'on servira demain pour l'ICAD, c'est-à-dire le carburant d'aviation durable. Donc, c'est un monde qui s'ouvre pour les gaziers, où on a vraiment, on a ces 2 pieds, le pied qui est celui aujourd'hui de la molécule que l'on apporte, qui a apporté toute sa valeur de confort, qu'elle soit stockable avec des infrastructures qui sont en plus très résilientes sur le plan climatique, et cette transformation qui est de rapatrier progressivement ces molécules sur le territoire français. Avec quand même, parce que là vous parlez du carburant d'aviation durable, là aussi la demande potentielle elle est gigantesque, elle est même presque vertigineuse si on veut que le secteur de l'aviation se décarbone. Le problème c'est que ce carburant il coûte beaucoup plus cher que le kérosène utilisé aujourd'hui. Voilà, mais comme en France on a plutôt tendance à voir les problèmes avant qu'ils n'arrivent, nous, on est très pragmatique. C'est-à-dire que comme le verdissement de notre filière, on le fait de manière progressive. On respecte évidemment les objectifs fixés par le politique. Et ce qui est important, c'est qu'on se projette bien dans la cible finale. C'est-à-dire que la cible finale, on voit bien qu'on va avoir besoin de carburant de moins en moins polluant. Et on voit que l'ensemble des secteurs de l'économie sont en train de se décarboner progressivement. Pour 2 exemples, donc en aviation, effectivement, on a des carburants d'aviation durable qui sont en train de se développer de manière progressive. C'est très lent, mais ça progresse. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un rôle à jouer dans ces carburants par la captation de ce CO2 biogénique, soit issu des méthaniseurs, soit issu des dispositifs dont je parlais, nouvelles technologies de valorisation de nos déchets. On a un autre secteur qui est important, qui est en train de se décarboner, c'est le secteur du maritime, qui est en train de progressivement de passer du fioul lourd au GNL. Donc là aussi, nos infrastructures portuaires vont devenir des points importants de décarbonation de ce secteur-là. Et c'est pour ça que l'ensemble de la chaîne est extrêmement mobilisé, puisque à tous les échelons, on voit qu'on a des choses à faire. Donc c'est un point important. Et surtout, on ramène de la valeur dans les territoires. On a mené une enquête, c'est en début d'année dernière, pour voir un peu ce que ramenait à l'économie française, cette nouvelle économie. C'est 85% de valeur ajoutée ramenée dans le territoire français, avec
plusieurs avantages. Un, elle est extrêmement diffuse sur le territoire, donc elle n'est pas concentrée. Ça, c'est un point important. Et les élus locaux, ils sont très sensibles. Le deuxième, ça n'a pas de dépendance technologique. C'est que du matériel essentiellement français. Et cette filière-là exporte aujourd'hui de plus en plus parce qu'elle est devenue une filière référente. Et le troisième avantage, c'est qu'elle apporte ce qu'on appelle des externalités positives. C'est-à-dire que, par exemple, les agriculteurs, quand ils font du biogaz, ils récupèrent un digestat qui, aujourd'hui, leur permet de remplacer les engrais synthétiques qu'ils achetaient auparavant. Voilà. Donc, on a énormément de choses à travailler. C'est pour ça que c'est passionnant. Il nous reste 1 minute. On n'a pas parlé d'hydrogène. Alors l'hydrogène fait partie de ces molécules, au même titre que les biocarburants liquides, parce qu'on a aussi France Gaz Liquide qui fait partie de nos adhérents, parce que dans le monde rural, on n'a pas ces infrastructures de distribution, et donc ces opérateurs distribuent aussi du biocarburant. Donc on est passé d'une molécule qui était le méthane, le butane, le propane, le fuel, à ces molécules nouvelles qui sont le biométhane, le biopropane, l'hydrogène et le CO2, et c'est l'ensemble de ces combinaisons qui fera qu'on aura un système énergétique plus vertueux dans les prochaines décennies. Merci beaucoup Frédéric Martin merci Thomas. Et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.